Trigger Warning, le podcast aborde un sujet qui peut heurter la sensibilité de certaines personnes et rendre son écoute difficile. Bonjour, bienvenue dans ce premier podcast de la NEF. Je me présente, Ali Ch'tioui, vice-président en charge de la santé publique, et je suis aujourd'hui accompagné de deux interlocuteurs. Je vous laisse vous présenter. Sigrid Darquet, chargée d'infosuicide.org, et également je fais les premiers accueils dans un centre de prévention du suicide sur Paris. Et moi je suis Thibaut Grabron, psychologue au CPS Paris. D'accord. Mais déjà, merci beaucoup d'avoir répondu à notre demande. C'était important pour nous qu'il y ait deux personnes professionnelles qui sachent de quoi parler, sur ce sujet-là qui est quand même délicat. Donc aujourd'hui, le podcast il se tournera sur la prévention au suicide. Pourquoi ce thème-là ? Parce qu'au niveau des chiffres, déjà, on est sur environ 9000 cas en France de suicide, et sur les tentatives on est sur une estimation de plus de 200 000 en France, et chez les jeunes, les 15-24 ans, on est sur la deuxième cause de mortalité après les accidents de la route. Première question pour nos deux interlocuteurs, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est le CPS Paris, donc Centre de Prévention Suicide à Paris, et votre rôle ? Donc, j'ai commencé, donc on est un centre qui est au milieu de Paris, en sachant qu'on reçoit à partir de 16 ans toute personne qui est en souffrance psychique, et notamment avec une porte d'entrée qui est la prévention du suicide. Donc peut-être qu'on le verra après, mais ça peut concerner les idées suicidaires, des passages à l'acte en termes de tentatives de suicide, ou des personnes qui ont été endeuillées par suicide. Du coup, on les reçoit dans un premier temps, où là, ils abordent leur situation et de leurs demandes. Éventuellement, on va caler déjà des premiers outils quand il y a des idées suicidaires. Et après, on va en parler en équipe, et c'est auprès de l'équipe qu'on va décider de qu'est-ce qu'on va mettre en place, soit un accompagnement, soit un complément à ce qui est déjà en place pour la personne. Donc, ça sera à partir de là qu'on va en savoir plus sur ce qu'on va y répondre. Et c'est là où le psychologue intervient. Et on est sur des prises en charge plutôt courtes, quelques mois, et pas des prises en charge longues. On est vraiment dans l'accueil, l'accompagnement, la stabilisation de la crise suicidaire, de la crise suicidaire. Et ensuite, il y a tout un travail, si besoin, de réorientation. Oui. De toute façon, la prise en charge, elle est différente du coup entre idées, tentatives. Pas sûr elle peut différer, mais pas forcément sur ces facteurs-là. Ça va être plutôt sur l'individu. L'idée, c'est de travailler avec la personne sur qu'est-ce qu'elle a besoin. En fait, il n'y a pas de solution magique, il y a celle que la personne va pouvoir et y a accès, et donc mettre en place avec elle la bonne combinaison de soutien. En sachant qu'il y a aussi la question de l'évaluation qu'on n'a pas trop abordé tout à l'heure, que j'ai pas abordé, mais il y a aussi ce niveau-là, c'est évaluation aussi d'un risque par rapport au suicide. En parlant du coup d'accompagnement, tout ça, est-ce que vous, au CPS de Paris, vous avez pu cerner un type de population, une tranche d'âge ou... Ça concerne tout le monde. On a une population très différente. Beaucoup de jeunes, notamment depuis le Covid. Parce que je pense que c'est connu, mais il y a des facteurs, que ce soit social, territorial, qui favorisent peut-être ces idées, ces tentatives, notamment chez les jeunes. Je pense à la précarité ou même l'isolement depuis le Covid essentiellement, le quotidien, le prix qui augmente. Donc oui, il y a des facteurs qui aggravent, qui favorisent ces pensées, ces tentatives, notamment chez les jeunes, l'isolement, donc depuis le Covid. Les étudiants sont vulnérables comme toute autre catégorie de personnes, mais vous n'avez pas vu plus d'étudiants que ça. Si, on en a vu, mais ça s'explique. Et nous, en tant que centre, on a ouvert, on l'appelle la cellule d'aide psychologique pour les étudiants et les étudiantes. Donc en effet, la porte d'entrée fait qu'on a reçu plus de jeunes. Et c'est une problématique qui a été beaucoup abordée au moment du Covid sur la santé mentale des étudiants.
Donc en fait, il y a un effet aussi, on en parle plus socialement. Ouais. Et nous, on ouvre une structure, une porte d'entrée. Et donc forcément, on avait plus de jeunes. Après, dire est-ce que les jeunes ont eu plus d'idées suicidaires, c'est une autre chose. Oui, c'est en pas effet, parce qu'on en parle statistiquement, plus que- voilà, il y a des études qui vont pouvoir dire oui, mais c'est aussi on va dire un zoom qu'on a mis. Donc, est-ce que ça veut dire qu'avant ils avaient moins d'idées suicidaires? Je suis pas sûre, moi. Oui. Mais bon. Et juste pour revenir sur la question des facteurs, c'est vraiment un processus qui est multifactoriel. C'est pas seulement l'isolement et la précarité. Ça s'inscrit sur un terrain, donc effectivement tout le monde peut être touché, mais il y a des facteurs de vulnérabilité propres. Voilà, ça s'inscrit aussi sur l'histoire de la personne et aussi sur les événements de vie actuels. Donc c'est multifactoriel. Et c'est aussi bien Individuel que collectif, social, culturel, environnemental. Je trouve qu'il y a une idée reçue sur cette thématique-là, sur ce problème de santé publique. Le fait qu'il y ait une cause qui amène directement à cet acte, alors que c'est tout un cheminement. Enfin, il y a C'est un processus. Ouais, voilà, le geste est hyper complexe derrière. Et avant de parler de suicide, il y a tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui a amené à vouloir cet acte, donc les pensées, tout ça. On va pouvoir dire que le point commun, on va dire, entre tout ça, c'est la souffrance morale, en fait. Du coup, la question des idées suicidaires, c'est là où elle va être partagée. C'est la souffrance qui va faire qu'une personne va penser au suicide. Ouais. Et souvent, la personne qui envisage le suicide, elle n'a pas envie de mourir en tant que telle. Elle a avant tout envie d'arrêter de souffrir. On entend parfois ils sont courageux ou question un peu de jugement ou de morale et nous le point de départ c'est que ça répond à une absence de solution en fait. La personne elle est confrontée à des difficultés, elle va créer comme ça de plus en plus de tension en elle, elle commence à être submergée émotionnellement et par ces solutions habituelles elle va pas réussir à évacuer la tension. Donc voilà, ça va faire augmenter la tension. Il y a un moment, elle va plus être en capacité au niveau cognitif, ça va être perturbé entre guillemets parce que émotionnellement elle est débordée. Mais justement sur tout cet aspect de surcharge mentale, de poids, est-ce qu'il y aurait pas des premiers signaux du coup qu'une personne montre un appel à l'aide, peut-être inconscient ou pas? Est-ce que parfois ça peut s'immiscer dans les petites choses, mais il y a souvent après l'idée c'est pas il y a des changements de comportement ou d'humeur qui peuvent parfois être remarqués. D'accord. Et ça peut être vu aussi au niveau physique avec des insomnies, de l'agitation, de la fatigue, au niveau comportemental, au niveau social avec des personnes qui s'isolent, au niveau psychologique. Ça peut être aussi des messages indirects ou directs. Ça peut être j'aimerais bien ne plus être là ou ne plus me réveiller le matin. Ou ça, j'en ai marre de la vie, mais c'est une sorte de cumul, ça veut dire que c'est pas un seul signe qui va donner l'alerte, mais ça veut dire un cumul, en sachant que ça peut être très compliqué de le voir. En fait, quand il y a eu un passage à l'acte, c'est facile d'avoir vu les signes par le passé. Par contre, quand il y a le passage à l'acte, du coup, on peut pas, c'est pas avec les signes qu'on va pouvoir définir que la personne va passer à l'acte. C'est vraiment un cumul, et où en tout cas, ça peut être juste des signaux qui permettent d'aller vers la personne et lui demander qu'est-ce qu'il y a. Et est-ce que tu penses, là c'est un peu l'enjeu, c'est que souvent on se dit on n'ose pas, la personne elle a pas l'air bien, mais qu'est-ce que je vais m'immiscer dans son, je vais pas arriver en disant est-ce que tu penses au suicide, et si ça le favorisait pour passer à l'acte. Là c'est aussi un des mythes, c'est que de croire que si on en parle, la personne va passer à l'acte, alors que non, pas du tout. Vaut mieux aller voir la personne. Si elle pense au suicide, elle va vous répondre clairement oui, j'ai envisagé le suicide. Et si elle y pense pas, elle va vous dire pas du tout. Et puis même si c'est le cas, mais qui a dit non, moi ça montre qu'on ouvre une porte où c'est possible. Il y a une personne sur qui elle peut compter. En tout cas, il y a un espace de parole possible où elle peut déposer, c'est ça. Et c'est précieux parce que vous parlez un peu de tension comme ça permet d'évacuer la tension. Et c'est un des problèmes sur la question du suicide, c'est que c'est souvent un acte jugé,
même historiquement, dans beaucoup de religions, ça a été ou c'est encore un acte interdit. Du coup, d'en parler avec tout le monde, c'est aussi l'idée que on peut en parler et que non, c'est important et que c'est pas jugé d'un geste, c'est vraiment l'expression d'une souffrance intense. Et c'est là l'enjeu pour lequel on est là aujourd'hui, c'est le sujet, comme on l'a dit depuis le début, il est tabou. Et c'est vrai qu'il y a un sentiment de honte, de gêne, d'en parler, d'être un poids en fait, un peu. Nous on est là pour dire non, on peut pas en parler. Il y a des structures, dont le CPS, le 3114, la ligne c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est la ligne nationale de prévention du suicide. Exactement. Et au niveau de l'accompagnement, si une personne arrive à déceler un signal, comment on peut essayer de l'accompagner jusqu'au bout? Est-ce qu'on doit lui parler directement? Il y a c'est un peu délicat. On voit ça peut être n'importe qui, notre proche, notre collègue, et l'approche sera différente. Mais est-ce on l'oriente vers une structure telle que le CPS, des psychologues? C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. L'idée première, c'est de poser la question et de montrer qu'on se soucie de l'autre. Et de là, en fonction après, c'est une sorte d'interaction entre guillemets, entre ce que la personne est capable de faire. Mais l'idée, c'est pas de donner des conseils, c'est d'abord écouter et d'essayer de comprendre là où la personne elle en est. Et dans ces cas-là, favoriser, on va dire, l'accompagnement vers des structures un peu spécifiques. Ça peut être le 3114, l'entourage peut appeler le 3114. Ça peut être aussi aller sur le site InfoSuicide, il y a comment aider un proche. Donc ça donne un peu par étape, un peu comment on peut aller. Mais c'est avant tout, on va dire, comprendre ce que c'est pour pouvoir être à l'aise en fait. Parce qu'en fait, la personne qui est le plus mal à l'aise, c'est l'entourage. Et du coup, c'est permettre d'avoir des éléments de compréhension de la situation pour pouvoir être à l'aise dans l'aborder et éventuellement accompagner l'autre vers une écoute, vers du soutien, vers du soin. Bon, ça dépend après de chaque personne, de ce dont elle a besoin. Et c'est surtout l'idée de ne pas rester seule, en fait, même en tant qu'entourage. Parce que c'est un peu, où souvent, des fois, on peut se retrouver dans la situation où la personne m'étant par la personne, et du coup, l'autre porte un poids qui est bien trop lourd pour lui ou elle. Et du coup, l'idée, c'est aussi de se dire, même si il veut pas, peut-être lui dire, en disant, mais moi, je peux pas garder ça pour moi, et j'ai besoin, en tout cas, d'être aidé moi. Donc, dans ces cas-là, appeler soi-même le 3114 ou appeler un professionnel qui pourra aiguiller un peu dans tout ça. On va passer sur l'accompagnement. Donc on parle d'accompagner les personnes concernées qui ont fait des tentatives, que ce soit des tentatives ou qui soient passées à l'acte. L'accompagnement ou des idées, exactement tout. L'accompagnement aussi des personnes endeuillées, qui est important et qu'on n'en parle pas trop. Donc on est sur de la post-vention. Est-ce que vous connaissez, vous pouvez un peu nous parler de cet accompagnement derrière d'une personne? Alors déjà, on en a pas mal, on en a dans notre file active, puisque c'est un facteur de vulnérabilité. Quand on a un suicide dans la famille, c'est un facteur de vulnérabilité en plus. Donc on a des personnes qui viennent aussi endeuillées et qui ont des idées suicidaires, parce que les idées suicidaires peuvent faire partie du deuil, peuvent faire partie du deuil après suicide. Donc oui, il y a les structures. Alors il y a une structure, groupe de soutien. Il y a une association qui s'appelle Empreinte, qui accompagne tout type de deuil, qui est basée à Paris et qui, je crois que c'est la seule qui propose un groupe de parole dans le deuil après suicide. Voilà, il y a. Moi, je sais qu'il y a récemment, il y a 2-3 jours, il y a une plateforme qui a été lancée par le centre hospitalier Vinatier, donc à Lyon, qui s'appelle Espoir, et c'est une plateforme d'information, d'écoute, de ressources pour les personnes endeuillées. Donc c'est sorti officiellement il y a 3 jours, et j'ai pu regarder un petit peu leur site, leur plateforme, et il y avait déjà des retours. Il y a un blog d'échange entre endeuillés, et franchement, c'était très utile pour eux. La post-vention, c'est hyper important. Comme vous avez dit, c'est un facteur de vulnérabilité.
Et c'est surtout un sujet qu'on a très peu abordé, la question du deuil, quand on parlait de honte et de tabou. Du coup, même la personne qui se suicide elle-même est jugée et il y a quelque chose, mais du coup, au moment du passage à l'acte, c'est aussi, ça se répercute sur la famille, d'une certaine manière, avec cette honte d'en parler, cette honte d'en souffrir aussi, cette honte. Et de pas avoir repéré. Il y a aussi comme un peu beaucoup les morts violentes, c'est un peu cette idée qu'il y aurait une raison et qu'il faut la trouver, et la culpabilité, plein d'émotions et de facteurs, et même des processus dans lesquels les personnes sont, il peut en avoir des multiples, mais c'est un peu l'idée, et c'était très peu abordé, d'une façon générale, à part avec des associations un peu spécifiques. Donc là, l'idée, c'est d'ouvrir un peu, et qui permettent aussi aux personnes qui sont endeuillées par suicide d'avoir un espace, en sachant que c'est un petit peu ce qu'on avait discuté en amont tous les trois, c'est que beaucoup de la prévention, elle passe par l'idée qu'il faut dire les signes, et donc qu'il y aurait des signes et que ça serait identifiable. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a des signes de prévention du suicide, il y a des personnes qu'on appelle à risque entre guillemets, et que c'est un peu cumul. Mais il y a aussi toute une part où en fait c'est difficile de voir un passage à l'acte. En fait, les signes donnent une alerte, mais ils donnent pas ça ne détermine pas un passage à l'acte. Qui fait que d'un seul coup, il peut y avoir un passage à l'acte, mais sans qu'on ait pu voir les signes, sans qu'on ait pu faire quelque chose. Donc c'est un peu ça qui est compliqué. Et de donner cet espace à ces personnes qui ont perdu quelqu'un par suicide, c'est important. Et c'est ça le parcours, comme vous l'avez dit au tout début, et c'est très dépendant de la personne. Enfin, du coup, vous parlez de signes comme une espèce de méthode, mais chaque personne va réagir différemment, et ça va être aussi dépendant de la personne qui peut capter ou pas comprendre les signaux. Et c'est tout là la complexité, et c'est pour ça que plus on en parle de ce sujet, plus les personnes se sentiront à l'aise, le sentiment de culpabilité, de honte va peut-être disparaître, moins être présent. Et déjà, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des médias. Donc, on parlait du coup de deux effets Werther et l'effet Papageno. Donc, c'est deux effets opposés, où il y en a un, donc l'effet Werther, qui nous dit que le fait d'en parler, notamment à travers un livre qui est sorti au XVIIIe siècle, a poussé à plus de suicides, notamment chez les jeunes. C'était chez les jeunes Allemands, je me souviens maintenant. Et alors qu'à contrario, l'effet Papageno, c'est le fait de médiatiser, bien sûr de la bonne manière, les suicides, par exemple chez les personnalités publiques. C'est un moyen d'ouvrir le débat, d'ouvrir le sujet, et de prévenir un petit peu plus, parce que je prends l'exemple du coup, on en parlait encore aussi tout à l'heure, de Stromae, il y a 1 an ou 2 ans qui en a parlé sur TF1, et juste après il y a eu un rapport du numéro national de 3114 où il y a eu 13% d'appels en plus sur leur téléphone en fait. Donc pour vous, il faut en parler aussi dans les médias. L'idée, c'est d'en parler, mais pas n'importe comment, en effet, en évitant. Alors, une petite règle, entre guillemets, c'est éviter de parler du suicide de façon crue. Ce qu'on peut voir quand même encore à l'heure actuelle, c'est tiens, il y a eu un suicide sur l'autoroute, pouf. Et sans autres explications, en abordant la méthode. Donc, vaut mieux éviter d'aborder la méthode, mais plutôt aussi, finalement, de montrer aussi la complexité du geste. Et aussi, ça permet aux personnes de comprendre ce qui se passe, parce que c'est important de ne pas dire il n'y a rien eu, ça n'existe pas, ou ça peut perturber. L'idée, c'est vraiment d'en parler pour que ça soit un sujet, mais pas forcément de façon glauque ou morbide ou sensationnelle, ou glorifiant l'acte. Donc c'est un peu ça. Mais c'est plutôt positif, ça permet aussi aux personnes déjà de déstigmatiser le mot et le geste, mais aussi ça permet éventuellement de partager une expérience. C'est ça. Et ça veut dire que par exemple dans le cas de Stromae, même s'il n'avait pas fait ça pour ça en fait, sa chanson c'était plutôt l'expression aussi, son expression et son art, ça a permis aussi de comprendre que c'est pas honteux d'avoir des idées suicidaires.
Et les personnes peuvent s'identifier en ayant des exemples, des modèles de ce que ça peut être d'être en souffrance psychique. Ça peut permettre aux personnes de dire je suis pas seul à vivre ce que je vis. Mais ça, c'est un facteur important, là, cette notion d'isolement dans le suicide. Dire, non, je suis peut-être pas tout seul, ça a l'air d'être un peu ce que je vis aussi. Donc, c'est important, le fait de pouvoir s'identifier à des modèles. Entre guillemets. Et autre point, en tant que, du coup, là, on est sur les étudiants en pharmacie. Au niveau du métier de pharmacien, est-ce que nous, futurs pharmaciens, on a moyen de faire quelque chose pour prévenir, pour aider les personnes en aide? Pour revenir juste sur la question des étudiants en pharmacie, ça reste quand même un enjeu énorme, que ce soit tout ce qui est les professionnels et même les étudiants en santé, c'est que une des préventions du suicide, c'est la question de l'accès aux moyens de suicide. Et les pharmaciens ont accès à l'information du moyen, d'une certaine manière, ce qui les rend à risque, ou en tout cas, c'est important de se pencher sur quelque chose, sur ça. C'est-à-dire que quand on pense à la prévention du suicide des étudiants, on peut parler de généralité, mais il y a sûrement une petite spécificité à avoir avec les étudiants en pharmacie, où la question du médicament est quand même importante. Du coup, faire de la prévention, ça ne veut pas dire cacher, ça veut dire travailler sur une prévention aussi, parce que ça rend cette population aussi à risque. En tout cas, un facteur de plus dans la situation. Et en effet, nous, on pense que ça peut être important, les pharmaciens, de les former pour quand ils seront pharmaciens, les étudiants en pharmacie, quand ils seront pharmaciens, parce que ça peut être des acteurs de prévention du suicide, que ça soit en termes d'information, ça veut dire juste afficher le 3114, mais ça peut être aussi au quotidien, parce que souvent, ils ont affaire aussi à des personnes qui ont des troubles de santé mentale, mais même aussi pas forcément qui ont des troubles, mais qui ont des situations difficiles, et que ça peut être des témoins, ou ça peut être aussi des personnes qui suivent un peu le traitement ou les médicaments. La question, tout à l'heure, on parlait de la question des médicaments, où il y a quand même des tentatives de suicide par médicament, et l'idée de ne pas en avoir beaucoup en stock à la maison, c'est aussi le fournisseur qui peut peut-être, entre guillemets, jouer un rôle, peut-être pas, mais qui peut aussi être un acteur. Et c'est aussi sur des effets secondaires de certains médicaments, où ça peut être aussi une façon d'alerter, ou en tout cas de conseiller, comme on conseillerait sur d'autres effets secondaires d'un médicament quand on le prescrit, quand on le donne. Oui, parce que le pharmacien, il a la maîtrise du médicament, mais ça passe pas par Par exemple, il y a une personne qui est sous antidépresseur ou quoi. Est-ce que ce serait bon ou mauvais d'avoir s'il y a un changement de traitement, un changement de posologie, de pas l'interroger, mais de faire plus attention à cette personne? Si, j'ai envie de dire, si à ce moment-là, il y a une alerte, mais comme la pratique des pharmaciens actuellement, quand ils ont un doute sur quelque chose, une prescription ou sur un effet, ils vont contacter le prescripteur. Là, c'est un peu, tiens, ce monsieur, je le trouve vraiment pas bien, et puis là, il vient rechercher son traitement. Après, je dis pas qu'il faut faire ça, parce qu'en fait, c'est pas beaucoup travaillé, ça, en fait, dans les faits. Dans votre formation, il n'y a pas de formation qui est liée à ça. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose à penser. En fait, en vrai, la prévention par la pharmacie. Mais justement, c'est parce que vous êtes jeune que ça peut être fait maintenant pour que quand vous serez sur le terrain, du coup, il y a des choses qui soient pensées, qui soient développées. Un exemple, une personne qui vient chercher ses traitements psychiatriques avant la fin de la prescription, une fois ou deux, peut-être que là, c'est intéressant d'être vigilant, parce que c'est peut-être pas anodin. Mais c'est un exemple. Et au niveau, du coup, nous, on n'est pas encore formés. Mais vous, psychologue, je sais pas si vous souhaitez en parler, mais comment, vous arrivez à faire la part des choses, parce que quand même une grosse charge mentale, comment vous arrivez au quotidien peut-être? Nous déjà, auprès de cette population, on y est en tant que professionnel, non pas en tant que proche. Donc déjà, il y a une distance quand même qui est importante. Ensuite, des outils, et puis on peut aussi, donc on a fait le choix de travailler dans cette structure. Ensuite, on en parle entre collègues. Et normalement, des situations, il y a plein d'entretiens qu'on fait à deux. Donc c'est contenu aussi, tout ce qui est généré, c'est contenu entre collègues et aussi par l'institution en tant que telle. On est dans un cadre spécifique. Tout ça aide à pas se laisser
Souvent que ce soit la personne qui est concernée par des idées suicidaires ou quand c'est l'entourage, en fait on est calé un peu à la situation avec des émotions, avec une impuissance aussi d'une certaine manière. Quand vous êtes professionnel, les inquiétudes aussi parfois. Les inquiétudes. Oui, aussi. Et du coup, quand on est professionnel, c'est pas qu'on a tout ça et qu'on est surhomme, c'est que du coup, on a des outils à côté et que c'est pas la même. En fait, c'est pas de la même place qu'on va intervenir. Et c'est justement parce qu'on n'est pas des proches que ça va permettre aussi de prendre une distance, nous, mais aussi la personne, en fait. D'accord. Et qui va aider ou à trouver d'autres solutions ou d'autres ressources pour essayer quelque chose d'autre que on va dire le cercle vicieux dans lequel la personne est. Au niveau des formations, du coup, comme on l'a dit, on n'est pas du tout formé en tant qu'étudiant ou pharmacien. Est-ce que vous pensez-vous que c'est une bonne idée si, en tant qu'étudiant, on est formé le plus tôt possible? Parce que nos études, du coup, elles se divisent en 3 parties. Donc, il y a la première année, donc l'entrée aux études de santé. Ensuite, on est sur 2e et 3e année. Et en 2e année, on a un stage officinal de 1 mois. En 3e année, on a un stage de 2 semaines. Et ensuite, on passe sur la filiarisation en 4e année. Donc, en industrie, on est un stage hospitalier. Donc, à partir de là, on peut se retrouver en contact avec des personnes concernées, que ce soit dans un service, par exemple, de psychiatrie. À quel moment on devrait, nous, être formés selon vous? Le plus tôt possible et le plus régulièrement possible. Effectivement, je ne sais pas si vous êtes sensibilisé à la santé mentale durant vos études. Mais pas tellement. Au niveau de nos associations locales, on est sensibilisé, on essaye de sensibiliser les autres, mais on n'aura jamais un impact aussi important que, par exemple, une unité d'enseignement dans nos études. Donc, le plus tôt possible, je suis d'accord avec vous, serait le mieux. Le plus tôt possible et de façon régulière, en fait. C'est notion de temporalité. Ouais, parce que le one-shot, c'est un effet très, très limité. Mais du coup, on va dire l'idée de pouvoir en refaire régulièrement sur des aspects différents. Alors, ça peut être la première année, votre santé mentale à vous, l'importance de s'en soucier en tant que futur étudiant, et puis au fur et à mesure, un petit peu plus, peut-être un peu plus spécifique sur la question du public de l'autre côté, peut-être. Ouais. Dès la 2e année, on est en contact, on est dans une officine, on peut être amené à avoir un patient. C'est vrai qu'on n'a pas du tout les clés. Au local, donc certaines facultés ont des comités d'écoute, d'aide, des postes dédiés. Donc là, on est sur du Trusted People durant nos événements, des postes d'affaires sociales qui seraient aptes à gérer ça. Mais comment une personne, on va se mettre dans une personne d'une association, une personne rencontre une autre en aide, comment on agit, comment on réagit, elle vient nous faire un appel à l'aide. Quels sont les premiers critères? On lui demande si elle veut en parler, si on veut pas en parler. C'est s'interroger aussi sur ce que la personne vit et essayer de comprendre d'une certaine manière ce qu'elle vit en tant que telle. Et en effet, éventuellement poser la question est-ce que ta souffrance va jusqu'à avoir des idées, ou en tout cas, est-ce que tu as des idées suicidaires? Ou si c'est difficile, peut-être d'autres mots, parce qu'aborder la question, mais l'idée, c'est d'aborder vraiment la question concrètement. Mais déjà, laisser l'espace, ça joue énormément. En fait, déjà, on a fait presque la moitié du taf sur le moment pour gérer cette intensité. Laisser un espace et de laisser un endroit où la personne peut dire « je peux dire que je souffre là ». Et c'est important. Et ça demande aussi déjà de se poser, savoir, de se poser la question, est-ce que là, à ce moment-là, je peux être disponible pour elle? On peut aussi avoir nos problèmes, etc. et ne pas être le bon interlocuteur à ce moment-là, parce qu'on on est préoccupé, on sera pas dans la bonne distance. Déjà, est-ce que là, je peux recevoir ce qu'elle m'amène? Et ensuite, oui, être là, déjà, c'est énorme. Et puis lui demander, alors, si elle pense à la mort, si elle a des idées suicidaires, mais aussi lui demander, est-ce que tu as besoin d'en parler ou est-ce que tu as envie qu'on fasse autre chose? C'est elle qui sait un peu à ce moment-là, qui peut savoir aussi ce qui lui ferait du bien au moment T. Est-ce que c'est d'en parler, de faire autre chose, voilà. Et éventuellement l'accompagner dans les structures un peu plus spécifiques, allant même jusqu'à appeler les pompiers si vraiment c'est quand même des cas extrêmement rares, mais du coup éventuellement l'aider à appeler les pompiers si vraiment on sent qu'il y a un passage à l'acte imminent. Ça peut être aussi appeler avec elle le 3114 pour gérer, pour que du coup
n'ayant pas ou l'idée d'avoir les compétences ou se sentant pas apte, il y a quelqu'un d'autre qui puisse reprendre le relais, ou chercher avec elle là où elle pourrait aller, ou éventuellement lui demander est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à contacter, on pourrait, déjà un référent en santé mentale qu'elle aurait, le médecin généraliste. Et en tant qu'entourage aussi, peut appeler le 3114. S'il y a des on peut appeler pour une autre personne. Sûr. D'accord. Okay. Et les professionnels peuvent aussi appeler. Tout le monde peut appeler le 3114 et en tant qu'entourage, demander des conseils, partager ses inquiétudes, est-ce que je dois m'inquiéter, quoi faire selon le contexte. Ça peut être un interlocuteur pour l'entourage. Oui, donc il y a vraiment cette notion de toute façon faut se sentir capable aussi pour l'écoute, enfin l'aidant, parce que si une personne vous aborde et vous vous sentez pas prêt, il faut pas avoir peur aussi de dire je me sens pas capable. Puis, imagine la personne a été confrontée à un suicide dans sa famille il y a 5 ans. Voilà, si ça fait trop écho, c'est peut-être là. Voilà. Et lui dire je suis pas la bonne personne, c'est aidant en fait. C'est reconnaître, on va dire, ses limites d'une certaine manière, et en effet de se dire que c'est pas forcément parce qu'on dit non, ça sera pas moi, que c'est de dire qu'on va pas l'aider. C'est justement, des fois, c'est de dire, en effet, c'est très aidant de dire c'est pas moi. Et ça va être le 3114 ou le 7B ou. Mais du coup, pour compléter, ça revient à ne pas rester seul. Il y a des acteurs et des organismes, des assos qui existent. En parler aussi à ses proches qu'on est inquiet, c'est important. C'est très lourd comme thématique. Ouais, c'est ça. Et nous, franchement, on a vraiment de la chance dans notre réseau d'avoir 24 facultés avec des assos. Ou pour un étudiant, ça peut être le premier, s'il a vraiment personne ou s'il veut directement se tourner vers l'association, se tourner vers son asso et c'est pas toutes les études toutes les filières qui ont ça, donc ça peut être aussi un moyen pour les étudiants d'avoir un premier recours, quoi. Donc, ouais, j'ai envie de rajouter aussi pour l'écoutant entre guillemets de l'autre côté, c'est comprendre qu'en fait aller vers ça peut être difficile. Et du coup, juste peut-être favoriser ce moment en disant là t'es sécure, tu peux parler. Et du coup, on peut prendre notre temps ensemble si nous, on se sent capable de le prendre. Mais c'est en effet comprendre que ça peut être compliqué d'aller vers pour la personne qui, à ce moment-là, est en souffrance. Exactement. Merci beaucoup Sigrid, merci beaucoup Thibaut d'avoir pris ce temps-là. Merci à toi. J'espère que ça a été bénéfique pour nous, pour tout le monde, qu'on a pu un peu libérer ce tabou et que derrière on va un petit peu aider tous ceux qui auront besoin, que ça soit des gens concernés, des aidants, qu'on peut leur donner certaines clés pour les rediriger, pour les aider. Et j'étais très content d'aborder ce sujet-là. J'étais un peu personnellement stressé, mais j'étais hyper à l'aise avec vous. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. On se retrouve dans un prochain podcast, je l'espère. C'était notre premier podcast. N'hésitez pas à nous faire des retours, que ça soit sur le format, sur le sujet qu'on a abordé aussi. C'est important pour nous. Et dans la description, il y aura tous les liens, toutes les ressources sur le CPS de Paris. Et dernière phrase, pour que vive la pharmacie, vive la santé publique et vive la NEP.